Alors, merci Luc pour cette présentation. Et bon, je respecte ton parti pris de vouloir séparer la notion de devoir de travailler de la notion de droit d'obtenir un emploi, de l'étudier de façon séparée. Je le respecte, mais je ne le partage pas parce que je considère que cette première phrase, l'article 5, tout citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi, est censé, dans l'esprit du rédacteur, et je dirais à la lecture de cette phrase complète, équilibrer justement la notion de devoir travailler et la notion de droit d'obtenir un emploi. C'est-à-dire que le législateur voudrait justifier son injonction. Je vais reparler de la nature de cette injonction. L'injonction, vous devez travailler, mais vous avez le droit d'obtenir un emploi. Parce que si on enlève le droit d'obtenir un emploi et qu'on dit simplement vous avez le droit de travailler, la phrase n'est plus du tout la même. C'est pour ça que je pense qu'elles doivent être traitées ensemble et détruites, bien entendu, ensemble. Voilà. Alors, maintenant, pour ce qui concerne le veto que donne Luc sur le devoir de travailler, alors, je suis complètement d'accord. Cette phrase n'a rien à faire dans une constitution. Cette phrase, effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, c'est une injonction, mais je considère que ce n'est pas une injonction philosophique. J'ai entendu parler de philosophie. Vous savez qu'à chaque fois que j'entends parler de philosophie dans les études constitutionnelles, je ne suis jamais d'accord. Pour moi, il s'agit d'une injonction morale. Ce n'est pas une injonction philosophique. Non. Ou alors, la morale fait partie de la philosophie. Bon, c'est une injonction morale, c'est-à-dire qu'on veut stigmatiser les citoyens en disant c'est l'ordre moral, et une partie de l'ordre moral, ça consiste à travailler. Si on ne travaille pas, on est en dehors de l'ordre moral, et donc on est blâmable. Mais, donc c'est la première raison. Une constitution n'a pas, première raison du veto, une constitution n'a pas à donner d'injonction morale. La deuxième raison du veto, c'est que si cette injonction n'est pas une injonction morale, mais une injonction tout simplement constitutionnelle, législative, il faut qu'il se traduise en loi coercitive. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait virgule, comme ils savent très bien le faire, quand il le faut, ils savent mettre une virgule, la loi déterminera les conditions dans lesquelles ceux qui ne travaillent pas seront punis. Si on n'écrit pas ça, ça n'a aucun sens. Voilà, bon, ça n'est pas écrit. Et le fait que cette phrase virtuelle, supposée, après la virgule, n'existe pas, est un aveu, en fait, de ce que j'appelais un anachronisme de cette première locution devoir de travailler. Donc, en d'autres termes, je dirais que si on dit l'homme a le devoir de travailler, il faut qu'on fasse disons, qu'on établisse un corpus juridique qui l'oblige à travailler. Donc, je ne m'étendrai pas sur le droit d'obtenir un emploi, puisque ce sera l'objet d'une discussion ultérieure. Mais autant, je dirais simplement un mot, c'est que autant cette première phrase, cette première locution au devoir de travailler est une injonction morale, donc elle n'est pas législative, elle pourrait le devenir, et si on y ajoutait quelque chose après une virgule, autant la deuxième phrase, le droit d'obtenir un emploi, ça c'est législatif. Alors, ça ne l'est pas, parce que du coup, il s'agit du commandement opérationnel, disons, de l'État qui va fournir un certain nombre de choses, mais elle est de nature plus législative. Bref, j'anticipe. Alors, Jean-Charles nous dit c'est mal rédigé. Alors, Luc met un veto. Jean-Charles, tu nous dis que c'est mal rédigé. La question, me semble-t-il, hein, c'est pas de savoir si c'est mal rédigé, c'est de savoir si. Alors, c'est mal rédigé parce que on n'arrive pas à lui donner, disons, une substance, une essence constitutionnelle. Alors, de ce point de vue-là, c'est mal rédigé. C'est mal rédigé pour ça. C'est pas parce que c'est pas une question de syntaxe. C'est une question qu'on parle d'une chose
et qui n'a pas sa place dans une constitution. Donc, bon, ben voilà. Bon, c'est très intéressant. Moi, je trouve que vous vous écartez du sujet. J'entends parler de la valeur travail, de la centralité de la valeur travail, que c'est pas bien, etc., etc. Bon. Et c'est pas ce que dit l'article. Moi, je relis l'article. Tout citoyen a le devoir de travailler. Cet article ne dit pas l'homme, Homo sapiens sapiens, a le devoir de travailler. Cet article est un article constitutionnel qui s'adresse aux citoyens, aux électeurs français. Bon. Ensuite, il y a le débat sur, alors une injonction, d'accord, nous sommes d'accord. Le débat, c'est une injonction philosophique ou c'est une injonction morale. Bon, là, tout dépend de la définition qu'on a de la philosophie. Moi, j'entends dans vos propos une définition de la philosophie qui n'est pas la mienne. Alors, chacun peut avoir sa définition de la philosophie. Philosophie, pour moi, c'est la connaissance acquise par le raisonnement, de la façon dont une chose est engendrée et qui va jusqu'à ses conséquences, ou la constatation des conséquences de la réalité d'une chose, et qui remonte jusqu'à la façon dont elle est engendrée. Bon, donc la philosophie, c'est la mère, disons, de tout le raisonnement humain, et dire un État autoritaire, hein, bien sûr, Jean-Charles, tu dis c'est une phrase autoritaire, bah oui, la Constitution c'est très autoritaire. Donc un rédacteur constitutionnel qui dit mais les sujets du peuple de France ont le devoir de travailler, pour moi c'est pas une injonction philosophique dans la mesure où effectivement, si elle mettait elle argumentait cette injonction avec tout un raisonnement philosophique sur l'homme existe parce qu'il travaille. Donc là, on a bien le schéma cause. Hein. Et oui, mais bon, ça n'est pas le cas. Enfin, bon, on peut le présupposer. Vous mettez, il me semble, dans ce petite phrase, des choses qui ne sont pas. Je préfère rester terre à terre. Parce que la Constitution, c'est très terre à terre, c'est une injonction du maître du pouvoir en disant vous allez tous vous mettre au boulot. Bon, et si vous vous mettez pas, c'est immoral. Bon, bref, en tout cas, une injonction qui me paraît pas être philosophique. Et du coup, la question revient sur qu'est-ce que c'est qu'un devoir? Qu'est-ce que c'est qu'un maître du pouvoir qui écrit une constitution, qui écrit une table de la loi, où il va énoncer des devoirs. Bon, on en a déjà parlé un petit peu. Ça, une constitution, un corpus législatif, c'est un corpus qui établit des interdictions et des obligations, mais pas des devoirs. Alors, une obligation, c'est un devoir, oui, c'est un devoir, parce que si tu ne le fais pas, tu es puni. Bon, alors, on n'appelle pas ça devoir. Devoir, il y a une notion morale dedans, devoir. Et là, et c'est la raison pour laquelle le rédacteur s'exonère de la fameuse virgule et de tout ce qu'il y a après, en disant simplement devoir. Bon, un devoir, ça veut dire que vous devez vous y soumettre. C'est un petit peu comme l'intérêt général. Il aurait pu dire l'intérêt général, c'est de travailler. On définit pas l'intérêt général, c'est cette concept flottant qui s'impose au-dessus de tout le corpus législatif et qu'on n'a pas besoin d'argumenter. Et donc, on n'a pas besoin d'argumenter le fait qu'on doit travailler. Bon, et il est là le biais, je dirais, législatif de cette rédaction. Donc, cette notion de devoir, qu'on retrouve d'ailleurs pratiquement jamais, hein, on cherche bien, aussi bien dans la DDHC que dans la charte de l'environnement. Bon, le mot devoir, en tout cas la notion établir des devoirs, on ne sait pas ce que c'est. Personne ne peut dire ce que c'est qu'un devoir. On sait ce que c'est qu'une obligation punie par la coercition, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un devoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est une injonction morale. Trouvons peut-être un autre mot. Moi, morale me convient bien, mais à mon avis, pas philosophique. Voilà. J'aimerais proposer juste une petite maxime, oui, qui est de mon cru. Le citoyen n'a aucun devoir, si ce n'est celui de respecter la loi. Toute autre présentation du mot devoir est juridiquement une forfaiture. complètement. Je pense que, ah oui, absolument. Très belle formule. Tu pourras nous il faudra qu'on la note d'ailleurs en bas. Alors,
L'article 5 du préambule à la Constitution de 1946, qui a été intégré dans le bloc constitutionnel de la Constitution du 4 octobre 1958, dit ceci. Il y a deux phrases. La première phrase, c'est « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ». La deuxième phrase, c'est « Nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». Voilà. Bon, alors nous avions déjà disserté sur la première partie de la première phrase, c'est-à-dire chacun a le devoir de travailler. Et maintenant, on va continuer en donnant nos opinions sur la deuxième partie de la première phrase, c'est-à-dire chacun a le droit d'obtenir un emploi. Chacun a le devoir de travailler, tout citoyen a le devoir de travailler. Alors, en fait, la phrase, c'est chacun. Hein. Chacun, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et ça, je pense que ça n'avait pas été soulevé. Alors, c'était soulevé dans le podcast que je vous ai transmis, c'est-à-dire dans le cadre des ateliers constitutionnels que j'avais fait il y a quelques à Lyon. À savoir que chacun, qu'est-ce que ça veut dire chacun, hein? Bon, je pense que sans être partial, il paraît quand même, il apparaît comme une lacune assez importante, un défaut assez important de la formulation de cette phrase, c'est que si chacun, c'est les enfants par exemple, ça veut dire que les enfants seraient obligés de travailler, donc ça n'a aucun sens. Il paraît évident que le rédacteur aurait été bien inspiré en indiquant les citoyens. Bon. Pour moi, cette phrase, elle doit être lue dans son intégralité, c'est-à-dire que les deux notions qu'elle met en perspective, d'une part la notion de l'obligation de travailler et la notion de droit d'obtenir un emploi, sont des notions qui, dans l'esprit du législateur et qui, en toute logique, je dirais, du lecteur, ça s'équilibre. Ça s'équilibre pourquoi? Parce que si on enlève l'obligation de travailler, le droit d'obtenir un emploi, il me semble qu'il n'a plus aucune portée, parce que j'ai le droit d'avoir un emploi, mais je ne suis pas obligé. Donc, je peux avoir plein de droits, mais je ne suis pas obligé de faire éteindre mes droits. Et d'un autre côté, si on enlève le droit d'obtenir un emploi, et qu'on dit simplement qu'il y a obligation de travailler, là aussi, on se heurte à une difficulté majeure, c'est qu'on ne veut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose si on ne lui donne pas les outils ou la possibilité de le faire. Bon, voilà. C'est-à-dire que le citoyen aurait beau jeu de dire, mais attendez, vous dites que je suis obligé de travailler, mais personne me donne un emploi. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle les deux propositions contenues dans cette phrase me paraissent indissociables l'une de l'autre, et c'est précisément sur cet équilibre que nous propose le législateur qu'il nous faut débattre. Alors, il faut toujours bien resituer ce dont nous parlons. On fait l'analyse critique de la Constitution, d'un texte constitutionnel. Bon, le fait, par exemple, de dire oui, mais quand on regarde dans la vie courante, c'est pas appliqué, ou c'est bien, c'est pas bien, c'est pas le débat, c'est un autre débat. Hein. Il s'agit de savoir si ce texte, effectivement, signifie quelque chose. Le fait qu'il nous soit, encore une fois, le fait que dans la réalité du corpus législatif, nous n'ayons pas une cohérence entre ce que nous sommes obligés de faire et ce qui nous est interdit de faire, et puis ce qui est écrit dans l'article 5, si nous pointons cela, nous pointons cette fameuse rubrique d'incohérence entre la loi de deuxième niveau, c'est-à-dire la loi ordinaire, et puis la loi de premier niveau, c'est-à-dire la loi constitutionnelle. Alors, lorsque Jean-Charles dit que cet article n'a ni queue ni tête, parce qu'il fait d'ailleurs ce parallèle que j'ai trouvé très 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 amusant, c'est-à-dire
Vous êtes obligé de vous asseoir. Et donc, pour cela, nous vous fournissons un siège. Bon. Alors, dire que ça n'a ni queue ni tête, moi, je ne dirais pas ça. Je trouve que ça n'a pas ni queue ni tête. C'est extrêmement clair, finalement, ce que dit cet article 5. C'est extrêmement clair et c'est extrêmement important parce que ça génère, enfin, ça peut être un pilier fondamental de tout le débat sociétal sur la valeur travail. Bon. Chacun aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou même avant, précédemment, a pu positionner, je dirais, intégrer dans son idéologie politique ce qu'il pensait de la valeur travail. Alors, c'est bien de voir ce que la Constitution, elle dit sur la valeur travail. Eh bien, elle dit notamment l'article 5, où il y a le devoir de travailler, qui est symétrique, qui va avec, il y a un bloc composé de deux parties, vous avez le devoir de travailler, et nous, l'État, on vous fournit un emploi. Bon. Et ça, c'est une conception, alors à laquelle on adhère ou pas, mais c'est une conception qui me paraît assez claire de la façon dont une société, par l'intermédiaire de sa constitution, va institutionnaliser en quelque sorte la valeur travail. Alors, le problème, comme toujours, à mon avis, c'est dans le choix des mots. Parce que chacun a le devoir de travailler. Bon, eh bien, à y bien regarder, ça n'est pas clair. Ce qui n'est pas clair, c'est le mot devoir. Si il y avait écrit chacun a l'obligation de travailler, bon, ce serait beaucoup plus clair, parce qu'une obligation, ça veut dire que c'est-à-dire qu'il y a une loi derrière, hein, et celui qui ne satisfait pas l'obligation de travailler va avoir une sanction. Or là, la Constitution emploie un mot devoir. C'est la raison pour laquelle moi je parlais d'une injonction morale. Parce que là, il s'agit, si on lit bien de façon grammaticale, eh bien, il ne s'agit pas de l'énoncer d'une règle coercitive, mais il s'agit de l'énoncer simplement d'un conseil. Voilà, non, c'est entre la règle coercitive et le conseil, c'est l'injonction, je dirais, religieuse, c'est le prêche du curé qui dit vous avez le devoir d'aimer votre prochain, vous avez le devoir de tendre la joue droite lorsque vous recevez une gifle sur la joue gauche, etc., etc. Donc, ce devoir de travailler, en première analyse, on peut dire que c'est un synonyme de l'obligation de travailler. Bien, alors, écoutez, très bien. Alors, la Constitution dit il y a l'obligation de travailler. Donc, nous attendons derrière des lois qui sanctionnent le non-travail. Ça veut dire qu'il va y avoir, par exemple, une police. Hein, il y a une police, il y a Tracfin qui traque les infractions financières, et il y aura une police qui va traquer les gens qui ne travaillent pas. Il va leur fournir, de même qu'on est obligé de fournir un certain nombre de preuves, de garanties sur ceci, sur des bonnes mœurs ou autres, eh bien, on imagine une société où le citoyen serait obligé à régulièrement, enfin tous les ans, ou tous les 6 mois, ou tous les 3 ans, à prouver qu'il travaille. Et s'il ne travaille pas, il se met en contravention avec l'article 5 du préambule donc de la Constitution de 46. Et il devrait y avoir, en toute logique, une loi quelque part qui le sanctionne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, on serait dans la logique. Hein, bon. Donc, on peut pointer, disons, cette incohérence. Alors, il y a, je dirais, puisque nous sommes attachés à noter, un peu comme une société d'audit et qui donc évaluerait un protocole, nous sommes attachés à établir une notation par rapport à ces articles. Alors, je dirais qu'il y a, d'une part, un point de pénalité pour imprécision parce que devoir et obligation, on ne comprend pas ce que c'est que le mot devoir. Bon. Et si on comprend que ce devoir, c'est une obligation, parce que le mot devoir, en termes juridiques, ça n'a aucun sens, alors donc on dit obligation, et bien là, on a un point de pénalité pour incohérence, parce qu'il y a une obligation qui n'est suivie d'aucune loi. Bon.
Alors maintenant, la deuxième partie, le droit de travailler. Alors le droit, je pense que j'ai déjà, la semaine dernière, parlé de la polysémie du droit, tout au moins de ces différentes acceptions. Il y en avait au moins 3, et dont celle qui confond le droit en tant que élément de juridiction, c'est-à-dire que le droit c'est l'ensemble de tout ce qui est écrit en termes de loi, de décrets, d'arrêtés, etc. Et puis le droit en tant que absence d'interdiction. Parce que en termes purement législatifs, c'est-à-dire quand on regarde ce qui était les différents types de lois, alors il y en a beaucoup des lois, il y en a 140 000, ouais, bon. Le droit, ça n'existe pas. Il n'y a aucune loi qui dit que vous avez le droit de faire ça. Bon. Les lois énoncent soit des obligations, vous êtes obligé de faire ça, vous êtes obligé de payer vos impôts, vous êtes obligé d'aller à la guerre, bon, ou des interdictions, vous n'avez pas le droit de faire cela. Donc, il est interdit de faire, vous n'avez pas le droit. Donc, les lois sont, la plupart du temps, énoncent une interdiction d'avoir le droit de faire. Donc lorsqu'on dit j'ai le droit, c'est tout simplement que ça veut dire qu'il n'y a pas de loi qui m'interdit. J'ai le droit de circuler dans la rue sans masque, parce qu'il n'y a pas de loi qui m'oblige à porter un masque. Et d'ailleurs, quelque part dans la Constitution, il est dit que tout ce qui n'est pas interdit, c'est autorisé. Bon alors, donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai le droit à l'emploi. Le droit à l'emploi, ça veut dire j'ai le droit à l'emploi comme j'ai le droit de respirer, comme j'ai le droit de m'asseoir sur une chaise, qu'il y ait une chaise ou pas, j'ai le droit de... voilà, j'ai le droit d'emprunter l'espace public, disons la chaussée. Voilà, bon, donc, il y a un point là de pénalité, parce que le mot droit n'a aucun sens en termes législatifs. Et le droit à l'emploi, ça veut dire je peux avoir un emploi. Oui, une fois qu'on dit je peux avoir, du coup on n'a rien dit. Hein, je peux avoir un emploi, je peux aller dormir, je peux aller faire la sieste, je peux aller regarder un match de foot. Voilà, j'ai le droit d'avoir un emploi. Alors, donc il y a une imprécision, hein, qui est flagrante, dans la mesure où on ne sait pas ce que ça déclenche de dire le droit à l'emploi. Et si on voulait préciser, il faudrait que la phrase continue et dise chacun a le droit d'obtenir un emploi par l'intermédiaire d'un dispositif ou d'une institution prévue à cet effet qui va être apte à fournir un emploi à qui le demandera. Tant qu'on n'a pas écrit ça, on est dans une imprécision complète. Et en fait, c'est tout le débat, parce que lorsque on a des dispositifs de type pour l'emploi ou des aides à l'emploi, des primes de retour à l'emploi, des choses comme ça, hein, ça émane directement de cet article 5 du préambule, hein, sans que, en fait, le préambule ait dit que ça devait se faire comme ça. La suite, il y a une deuxième partie de phrase, mais je ne sais pas si elle est tellement sujette à polémique. Mais alors, bon, il faut parler de la deuxième phrase, mais j'aimerais ajouter quelques éléments de réflexion encore sur la première phrase. Jean-Charles, tu nous as parlé, tu t'es interrogé sur la motivation, sur l'état d'esprit, je dirais, sur le désarroi émotif ou affectif dans lesquels imaginez que les rédacteurs de l'époque... Alors, bon, encore une fois, c'est pas l'objet, mais... On est bien d'accord. Tout est bon, hein, pour parler des textes que nous étudions, notamment leur environnement dans lesquels ils ont été écrits. On peut en parler,
ça n'excuse pas, je dirais, l'argument très souvent évoqué. Ah oui, mais ça a été écrit à cette époque, donc ça n'a plus de valeur. Si ça n'a plus de valeur, faut le rayer. Par contre, ce qui est très intéressant de savoir pourquoi on a écrit ça à cette époque-là. Et cette époque, c'est 1946, une grande année, hein, une année exceptionnelle. C'est l'année à laquelle je suis né, donc c'est pour ça. Bon. Et donc, mais c'est surtout l'après-guerre et la nécessité chevillée au corps de toutes les nations de reconstruire. Et donc, il y avait cette espèce d'appel aux foules, un petit peu comme la levée en masse hein, de 1791, c'est-à-dire toutes les énergies doivent être mobilisées pour la reconstruction. Et je pense que plutôt que cette hypothèse, qui n'est qu'une hypothèse, de désarroi du rédacteur, moi je pense que le rédacteur était plutôt sous l'idéologie travailleuse de cette époque. Tout le monde doit se retrousser les manches, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on met chacun. Hein, c'est que même sans effectivement les enfants doivent travailler, mais pourquoi pas à la limite, hein, parce qu'il fallait reconstruire, tout était en ruine, etc. Bon. Donc ça c'est quand même intéressant de dire. De l'avoir à l'esprit. Mais encore faut-il que ces phrases soient valables aujourd'hui. Elles sont inscrites dans la Constitution, donc elles sont valables. Concernant l'illogisme à la Raymond Devos, le bout du bout coupe trois bouts, il y a toujours un bout. Bon, je trouve la comparaison amusante, mais je n'y souscris pas. Encore une fois, je trouve que cette phrase n'est pas illogique. Elle est extrêmement intéressante, elle n'est pas appliquée. Bon, elle n'est pas appliquée. Bon, mais elle souffre d'une imprécision. Hein, qui fait qu'elle peut être un tiroir, et puis d'une incohérence, mais pas de son fait, de la fait ensuite du fait du corpus qui vient en dessous, parce que c'est pas appliqué. Et alors, lorsque Guillaume tu dis on ne peut pas écrire quelque chose qui bute contre l'irréel, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas travailler, si, on peut écrire ça, on peut écrire que tout le monde peut travailler à son niveau. C'est-à-dire que l'idée de tout le monde travaille, c'est que tout le monde travaille à son niveau. Et tu prends l'exemple des handicapés. Alors, on pourrait t'objecter rapidement, oui, mais c'est un tout petit mot, mais prenons-le quand même. Eh bien, le handicapé, on va lui demander de travailler quand même à son niveau. C'est ce que j'ai fait pendant 14 ans. Pendant 14 ans, j'ai été directeur d'établissement de réinsertion, CAT, à l'époque, ça s'appelait CAT, non, ça s'appelait ESAT, Atelier Protégé, où on faisait rentrer, ce qu'on appelle dans le milieu ordinaire, des gens qui souffraient d'un handicap plus ou moins important. Donc c'est cette idée de la société travailleuse dans laquelle tout le monde doit travailler à son niveau. Donc c'est possible. Voilà. Et puis le dernier point, c'est sur toujours ce droit à l'emploi. Et là, bien entendu, ce que tu dis, Guillaume, c'est la logique même. L'État en dernier ressort, pourquoi? Parce que chacun a le droit d'obtenir un emploi. C'est-à-dire que quand il n'en trouve pas, il s'adresse au guichet national, c'est-à-dire au gouvernement, et il dit, bon ben voilà, donnez-moi un emploi. Et il faut qu'il y ait une structure qui donne un emploi. Alors aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors que la déclinaison logique de l'article 5 de ce préambule, c'est qu'il existe une structure nationale qui fournit un emploi à qui demande. Bon. Et alors, ça, c'est propos. Alors, ça, un antécédent historique, c'est les ateliers nationaux de 1848 de Louis Blanc, qui fournissaient du travail à qui n'avait pas de travail et en voulait. Bon, et c'est également ce que nous proposons. Alors, bon, je fais rarement la promotion de notre constitution en démocratie directe, mais en tout cas, c'est ce que nous proposons dans notre constitution en démocratie directe, c'est-à-dire que l'État gère des ateliers nationaux dans lesquels tout le monde peut
demander à entrer si il ne trouve pas ou n'est pas satisfait de son travail dans le milieu ordinaire. Donc, je dirais que cet article 5 est extrêmement important. Tout ça, il faut savoir si on le garde ou si on l'enlève. Voilà. Bon, si on le raye de la Constitution, bon, très bien. Bon, bah, comme ça, on n'a plus d'histoire avec obligation de travailler. On est une société libre, chacun fait ce qu'il veut, et on ne fait rien. Et puis, le droit d'emploi, ça n'existe pas. Soit on le conserve, et si on le conserve, hein, eh bien, il faut impérativement que l'État, effectivement, dernier ressort, soit l'employeur, c'est-à-dire qu'il se débrouille, l'employé, il se débrouille. Celui qui n'a pas d'emploi, d'abord, il est répertorié, parce que tout obligé de les pointer, un petit peu comme les interdits de séjour qui sont obligés d'aller pointer pour savoir s'ils ne changent pas de département. Et ben là, celui qui ne peut pas fournir un certificat d'emploi, eh bien, direction l'atelier national. Voilà. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Pour moi, c'est binaire. Merci, Christian. Oui, alors, donc on a attaqué la deuxième phrase. La deuxième phrase, effectivement, en première instance, dans première lecture, on a l'impression qu'effectivement, c'est pas la peine de tergiverser là-dessus. Je pense qu'il y a quand même 2 ou 3 petites choses à voir sur cette phrase. Alors, tout d'abord, on a pointé 2 fois, hein, parce que Guillaume, tu avais l'air assez attaché à comprendre la raison de cette distinction entre travail et emploi. Dans cette phrase, nul ne peut être lésé. Donc là, on parle du fait d'être lésé. Lésé, ça veut dire en fait subir un préjudice, subir un empêchement, subir une obstruction. Voilà. Bon, et quelque chose qui va diminuer sa capacité à effectuer la tâche dont il est question. Et la valorisation de la tâche. Oui, lésé, c'est ça, effectivement, dans la façon de le faire et la façon, tu as raison de le préciser, sa façon d'en récolter des fruits. Travail-emploi, alors direction travail-emploi, bon, pour moi, ça me paraît clair, assez clair. Le travail, c'est la notion générale du rapport de l'individu avec une tâche à faire. Bon. L'emploi, c'est la notion du salariat. Parce qu'il ne faut pas oublier que les travailleuses, ben, il y a, en France, par exemple, il y a 25 millions de salariés, 22 millions de salariés et 3 millions de travailleurs indépendants. Donc, les 22 millions, ils sont dans une situation d'emploi, ils sont employés. Effectivement, il y a une tierce personne qui leur... alors, j'aime pas le mot fournir un emploi, puisqu'il s'agit d'un contrat. Il y a un contrat qui est signé entre un individu et un autre individu ou une société d'individus. En contrat qui, d'un côté, promet une rémunération, de l'autre côté, promet une certaine charge de travail. Ça, c'est l'emploi. Le travail, c'est tout simplement le travail qui n'est pas dans le cadre d'un emploi. C'est le travailleur indépendant, qui n'a signé de contrat avec personne. Alors, soit on considère que travail, c'est pour les travailleurs non salariés, les travailleurs indépendants, et emploi pour les salariés, soit on considère que travail, ça couvre à la fois le travail des travailleurs indépendants et le travail effectué par ceux qui ont un emploi. Alors ensuite, nul peut être lésé. On a dit lésé, c'est empêcher de faire sa tâche comme il faut et empêcher d'avoir sa rémunération. En raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. Bon, ça paraît la logique même, en tout cas l'éthique même, la morale même, parce que n'oublions pas que la loi, elle doit quand même, la loi est supposée être établie
pour le juste, hein, et pas pour l'injuste. Donc il semblerait que effectivement qu'on ne puisse pas avoir ce handicap parce qu'on a telle ou telle origine. Hein, alors origine c'est large, c'est race, c'est classe sociale. Hein. Opinion, c'est bien que je fabrique des chaises, je professe en même temps des opinions sur la politique. Bon, eh bien je dois pouvoir vendre mes chaises. Où je dois pouvoir effectuer mon travail d'ouvrier, fabricant de chaises sans être empêché, ou mes croyances, c'est pas parce que j'adhère à telle ou telle religion. Voilà. Alors, cette phrase, effectivement, après avoir essayé de lui trouver des inconvénients, finalement, ne semble pas en receler. Alors, est-ce qu'elle est contradictoire? Bon, elle est précise. Voilà. Ayant précisé travail et emploi, ayant précisé ce que c'est que l'origine, ayant précisé ce que c'est que l'opinion et les croyances, il semble qu'elle puisse être exonérée de pénalités pour imprécision. En termes d'incohérence, est-ce qu'on va trouver dans le corpus législatif des dispositions, des lois, des règles coercitives qui le contredisent? A priori, non. D'ailleurs, en fait, cette phrase, elle ouvre rien moins que tout le droit du travail. C'est-à-dire que le droit du travail, il a précisément une grande partie du droit du travail est fondée, est basée sur l'empêchement ou la lutte contre des licenciements, c'est-à-dire des décisions de celui qui fournit un emploi par rapport à celui avec qui il avait contracté, des décisions qui seraient motivées par « vous avez telle origine » ou bien « vous avez proféré telle opinion en effectuant votre tâche » ou bien on s'est aperçu que vous aviez telle religion. Donc le droit du travail a inscrit de façon extrêmement précise une sanction, c'est-à-dire une interdiction pour celui qui fournit un emploi de cesser la relation contractuelle au motif de l'origine, de l'opinion ou des croyances de celui avec qui il avait contracté.